de manière à ce que vous compreniez bien tout ce qu'on va vous raconter, puisque là l'objectif c'est vraiment de vous présenter les métiers qu'on peut retrouver dans une centrale nucléaire. On essaiera d'y apporter effectivement la question que vous vous posez, et moi si je suis une fille, est-ce que j'ai mes chances? Donc avant d'attaquer, on va dire, dans le vif du sujet, moi l'objectif c'est que je vais vous situer un petit peu comment ça marche une centrale. Alors on ne va pas faire un cours de physique, c'est vraiment pour que vous compreniez bien après quel type de métier on peut y trouver. Donc la centrale nucléaire du Tricastin, c'est 4 unités de production d'un peu plus de 900 MW. Donc c'est une centrale qui date à peu près, la mise en service date des années 80. Donc vous êtes sûrement déjà passé à côté de la centrale. Depuis l'autoroute, on les voit bien, ces dômes là, en béton. Vous avez un gros logo EDF, donc vous avez ces dômes en béton. Et juste derrière, vous avez une partie qui est la salle des machines. Donc, sur le fonctionnement d'une centrale, il faut se distinguer deux parties. La partie nucléaire, c'est-à-dire que tout ce qui est sous ce dôme, c'est là où on va retrouver de la radioactivité, des circuits radioactifs. Et la partie secondaire, où on va trouver des circuits qui vont, je vais vous expliquer, pour fabriquer donc l'électricité. Donc, en gros, ce principe de production d'électricité, c'est jamais qu'une transformation d'énergie. On a au départ dans une cuve des assemblages combustibles qu'on va activer. On a une réaction nucléaire, donc on a en premier lieu une énergie nucléaire qui va se transformer en chaleur, donc en énergie thermique. On a ici un premier circuit primaire, donc où là on peut retrouver effectivement des éléments radioactifs. Mais ce circuit il est étanche et il communique, il est imbriqué avec un circuit d'eau qui va dans la partie secondaire via un générateur de vapeur. Ici, on a en fait un simple échange de chaleur par conduction entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Donc, on est face à une énergie thermique. Cette eau qu'on va chauffer dans le circuit secondaire, elle va aller dans une turbine, faire tourner une turbine, ça va se transformer en énergie mécanique. Et cette turbine, elle va entraîner un alternateur qui, lui, va fournir de l'électricité. Donc l'énergie mécanique, elle se transforme en énergie électrique. Donc comme vous pouvez le voir, une centrale, c'est beaucoup de tuyaux. C'est des circuits d'eau, des circuits de gaz, des vannes, de la régulation. Donc on va retrouver énormément de composants et de fait, on a énormément de métiers qui sont associés. Transparence suivante. Donc, ces métiers, avec Lydie, on se dit, bon, on va les classer en 3 catégories. Catégorie, donc les métiers d'exploitation, de maintenance et de support. Il faut savoir qu'il n'y a pas un métier qui est au-dessus d'un autre dans une centrale nucléaire. On a absolument tous besoin les uns des autres. Il n'y a pas de métier noble, de métier pas noble. Donc dans le domaine de l'exploitation, alors l'exploitation, qu'est-ce qu'on met derrière ça? C'est tout ce qui fait fonctionner cette centrale, qui permet qu'elle marche bien. On a besoin de conditionner chimiquement les circuits, on a besoin de mettre des circuits en lien les uns avec les autres, c'est tous des gens qui font ça. Donc, service conduite, on va retrouver des agents qui vont vraiment piloter l'exploitation pour produire l'électricité. Sûreté qualité, ça va être des métiers qui sont là plus pour voir si on respecte bien les règles. Vous savez qu'on est soumis à un référentiel très très dur. Donc ces gens-là, ils vont être là beaucoup positionnés en contrôle pour s'assurer qu'on respecte les règles. La sécurité, la radioprotection, c'est des métiers qui nous permettent de s'assurer que nos intervenants, ils interviennent dans les bonnes conditions de sécurité et radioprotection. La chimie, l'environnement, donc la chimie, typiquement, nos circuits, on n'a pas le droit de les laisser se corroder, donc on doit les conditionner chimiquement. Les chimistes, ils vont s'occuper du conditionnement chimique des circuits. Mais il faut aussi que les gens de l'environnement s'occupent de contrôler que cette centrale ne rejette pas au-delà des limites qui lui sont fixées. Donc on a des gens qui font des mesures dans l'environnement. Et puis une centrale, ça génère des déchets nucléaires, donc il y a des gens sur site dans ce travail de trier, d'optimiser la production des déchets nucléaires. Maintenant, une centrale, on l'exploite, mais il y a des dysfonctionnements, il y a du matériel qui peut passer en anomalie, donc il nous faut des gens pour la maintenance. Donc il nous faut des mécaniciens, des chaudronniers, il y a énormément de tuyauterie, on peut être amené à intervenir, à changer des morceaux de tuyauterie. Il y a énormément de vannes, il faut savoir faire la maintenance de toutes ces vannes. Les automatismes et les électriciens, eux, clairement, ils vont être sur tout ce qui est appareillage électrique, système de régulation,
Voilà, on est vraiment sur typiquement des métiers où on est là sur de la technique, exploitation, maintenance, avec des compétences techniques dans chacun des domaines. Mais pour que tout ça, ça fonctionne bien, il nous faut aussi des services qu'on va nommer plutôt services support. De l'informatique, vous l'imaginez bien, de la logistique, parce que la logistique, il nous faut bien des gens qui gèrent les pièces de rechange, il faut des gens qui approvisionnent tout ce dont on a besoin sur une centrale. Il faut, il y a différents métiers de logistique où sans eux, en gros, on serait incapable de fonctionner. Il y a les ressources humaines et financières, puisque effectivement, les compétences dans une centrale nucléaire, vous imaginez bien que c'est quelque chose qu'on va vraiment travailler de très près. Il faut les parcours de formation, on recrute des gens qui ont des diplômes, mais il y a très peu de métiers en centrale nucléaire où on n'a pas 1 an ou 2 de formation. Donc tout ce qui est recrutement, accompagnement de la formation, ça c'est vraiment des métiers qui sont importants aussi en centrale nucléaire. Et puis financière par rapport à la maîtrise du budget. Je vais compléter un petit peu ce que dit Marielle. Les gens qui sont à l'exploitation, dans la filière exploitation, donc conduite, sûreté, sécurité, radioprotection. Alors on va trouver des filières du type, et il y en a sur Bagnoles, puisqu'on travaille avec le lycée Albert Einstein, en partenariat et notamment sur la partie apprentissage, alternance. On va avoir des jeunes qui ont des BTS SIRA, contrôle, instrumentation, régulation, automatique. On va avoir des BTS et des bacs professionnels en environnement nucléaire. Alors, on peut retrouver aussi à la maintenance plutôt qu'à l'exploitation d'ailleurs. On a également des gens avec des profils du type brevet technique, donc bac pro radioprotection ou BTS radioprotection. Et puis évidemment des BTS, des DUT en chimie, voire plus, mais Marielle y reviendra dessus quand elle parlera de son parcours. Donc ça c'est pour la partie exploitation. Sur la partie maintenance maintenant à proprement parler, tout ce qui est mécanique, chaudronnerie, robinetterie, automatisme, électricité, là encore on retrouve du CIRA, on trouve des BTS électrotech, des BTS maintenance industrielle, des BTS mesures physiques, des DUT mesures physiques, et puis des DUT génie, mécanique et productique. Donc vous voyez, ça c'est vraiment du lourd, enfin, c'est vraiment du technique. Alors on y rentre, quand on est jeune, on y rentre avec un profil S classique, je veux dire d'enseignement général, ou avec un profil déjà orienté technique, soit bac pro, soit une filière du type STI. Hein. Voilà. C'est les jeunes qu'on accueille aujourd'hui, ils ont ces profils-là. Et sur les services supports, informatique, logistique, ressources humaines, financières, voilà, c'est un peu plus ouvert, mais ça vous parle peut-être un peu plus. Hein. Pour faire du RH, généralement on a un profil plutôt DUT, GEA, et puis licence RH, master RH, etc. L'informatique, c'est des BTS ou des DUT en informatique, et puis on voit jusqu'où on va. En finance, c'est un peu la même chose, donc voilà. Maintenant, vous allez voir, on va vous faire 2 témoignages qui sont tout à fait humbles. Hein. C'est juste pour vous montrer ce qui est possible de faire. Mais d'un point de vue général, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'industrie nucléaire, il y a en gros 2 parcours possibles. Soit on se sent très technique, ou alors dans la volonté d'être plus sur l'analyse, quel que soit le domaine, hein, RH ou technique, soit on se sent plus être sur des dossiers, l'analyse de résultats, des choses comme ça, on va dire que vous êtes plutôt dans la filière expertise, ou soit on se dirige vers la filière management. Donc ça c'est commun aux 3 domaines dont je vous ai parlé. Vous pouvez choisir la partie expertise ou management, sachant qu'il n'y a pas de cloisonnement entre les deux. Moi j'ai fait les deux, on peut passer de l'un à l'autre. Alors évidemment tout le monde ne veut pas forcément faire du management parce qu'il faut aimer. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne rentre pas non plus dans un couloir dont on ne peut pas sortir. Il est possible de faire les deux. Il y a également 2 profils de carrière. Alors évidemment, ce qui va être primordial, c'est le diplôme avec lequel vous allez entrer. En gros, soit vous entrez avec un bac plus 2, vous allez être plutôt haute maîtrise, soit vous entrez avec un diplôme d'ingénieur et vous allez être directement cadre. Ou bac plus 5 universitaire. Donc, au général, ce qui fait la différence entre un parcours cadre et un parcours de haute maîtrise, le cadre va avoir un poste souvent qui a plus de responsabilités ou alors une expérience professionnelle, puisqu'à EDF, il est possible, au bout d'un certain nombre d'années,
si on a accumulé un certain nombre de réussites dans son parcours, eh bien qu'on puisse devenir cadre en interne. D'accord? Donc il y a bien ces deux parcours, donc haute maîtrise ou parcours cadre. On n'est pas sur le même type de travail. Il y a également dans l'industrie nucléaire 2 environnements de travail. Et il est important de se connaître de ce point de vue-là. Soit en fait, l'industrie nucléaire, c'est les entités d'ingénierie, parce que nous, aujourd'hui, il y a 19 sites nucléaires en France. On n'écrit pas toutes les doctrines, les référentiels, elles sont rédigées dans des entités nationales où il y a des ingénieurs qui font des calculs, qui font des études de conception et qui nous, on va dire, prescrivent un peu la façon dont on doit fonctionner. Et nous, les 19 sites, on applique. Donc on a besoin d'entités d'ingénierie. Et on a, sinon, les parcours en centrale nucléaire. Donc quand on dit industrie nucléaire, on peut se retrouver voilà, dans un bureau, dans une entité d'ingénierie, ou alors on peut se retrouver sur une centrale. Donc moi, je vais juste vous expliquer donc mon parcours. Ah oui, j'ai oublié. Oui, c'est vrai que c'est compatible, j'ai aussi 2 enfants, mais je suis aussi donc en même temps maman et en même temps donc chef d'un service technique à la centrale de Tricastin. Donc en fait, mon parcours scolaire, moi à la base, j'ai fait un bac D, alors vous, ça ne vous parle pas. Un bac D, c'est si on traduit en euros, c'est l'équivalent d'un bac S avec une option plutôt nature SVT, d'accord? Je vous dis franchement, quand j'ai passé mon bac, alors peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie. Alors moi je l'assume, hein, des fois certains pensent que c'est grave, moi je ne savais pas du tout. De la même façon que pour m'orienter, je ne savais pas trop, parce que qui sait dire quand on passe son bac si dans 5 ans il y aura du boulot dans telle ou telle filière, c'est pas simple. Par contre c'est important de faire ce qu'on aime et de ne pas faire ce qu'on n'aime pas. Donc moi j'ai plutôt fonctionné comme ça, et ce que je savais, et j'ai plutôt éliminé ce que j'aimais pas, d'accord? Et donc j'étais intéressée par contre par la chimie, donc je suis partie donc, dans une filière de chimie, mais par la fac, par une filière universitaire, donc avec un BEP, une licence, une maîtrise. Donc ça veut dire une licence, un master. Licence, master, voilà. On est bien beau. Voilà. Merci. Voilà, donc en fait, donc quand on entre à la fac, il y en a qui diront on sait encore moins ce qu'on veut faire parce que c'est un périmètre qui est vaste, qui est large. Mais moi, je suis restée dans la chimie et ce qui m'a permis on va dire, d'identifier le domaine où je voulais être, clairement, c'est les stages. Parce que j'étais quand même dans une filière technique et même si c'était universitaire, il y avait des stages à chaque année. Et c'est en choisissant ces stages qu'on voit aussi là où on aimerait être et là où on n'aimerait pas être. Donc c'est un peu le témoignage que je veux vous livrer, c'est que la filière, elle ne fait pas tout, il y a aussi ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'en choisissant ces stages, on peut vraiment petit à petit s'éclairer. Parce que vous voyez, mon diplôme, finalement, c'est un doctorat de radiochimie. Quand je suis rentrée en DEUG, je ne savais même pas que la radiochimie, ça existait. Donc je vais vous traduire, qu'est-ce que c'est que la radiochimie? C'est la chimie, mais appliquée au nucléaire. Et comment, en fait, je suis arrivée là-dedans? En fait, j'avais fait ma filière chimie, puis à un moment donné, je me suis retrouvée à faire un stage dans un hôpital en médecine nucléaire. Vous savez, c'est là où on fait tous les examens de radiothérapie. Et je me suis rendu compte que la chimie, elle avait une super finalité qui était d'être appliquée à l'humain, puisque le but, c'était de fabriquer des molécules chimiques qui puissent permettre des examens de radiothérapie, de scintigraphie, vous avez sûrement entendu parler de ça. Et je me suis dit, la chimie au service d'une cause comme la médecine, c'est pas mal. Donc je me suis orientée vers la radiochimie, pensant vraiment aller là-dedans. Et puis au final, à la fin, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis rendu compte que c'était quand même un milieu très fermé, où il y avait peu d'embauches. Il y a quelques entreprises en France qui fabriquent ce qu'on appelle les radiopharmaceutiques, et cette industrie-là n'était pas en croissance à cette époque-là. Et c'est comme ça que j'ai basculé sur la radiochimie, mais appliquée à l'environnement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à EDF. Donc vous voyez, ce que je veux vraiment vous faire toucher du doigt, c'est que je ne savais pas tout ça. Et que c'est vraiment les stages, les rencontres aussi, parce que pendant les stages, je rencontre des gens qui vous disent « Tu as déjà regardé ce truc-là » Voilà, ça nous ouvre, et puis on va voir, et puis finalement, on se rend compte que c'est ça qu'on veut faire. Et du coup, voilà comment je suis arrivée
dans le domaine de l'environnement, donc à EDF. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous mettre, des stages dans des domaines variés, mais qui petit à petit vous aident à savoir exactement là où vous voulez être. Donc voilà pour le parcours scolaire. Donc du coup, comme j'avais un peu une spécialité un petit peu rare, parce que la radiochimie appliquée à l'environnement, ça restait quand même un domaine d'expert, mais du coup mon profil a intéressé EDF. Donc en 99, j'ai du coup parcouru 4 postes. Donc mon premier poste, ça a été chef de laboratoire en centrale nucléaire. Donc là, je suis arrivée dans une équipe d'une trentaine de personnes. Alors bon, c'est des chimistes. Alors dans une centrale nucléaire, la chimie est quand même l'endroit où il y a le plus de filles. Mais c'était de l'ordre de 50% de l'équipe. Sur une centrale nucléaire, grosso modo, il y a 1300 personnes qui travaillent, donc c'est quasiment une petite ville. Sur celle de Tricastin, il y a 1300 personnes. La population féminine, c'est à peine 14% de l'effectif. Vous voyez bien, grosso modo, sur 1000 garçons, ben, voilà, il y a même pas une centaine de filles. Okay. Donc, il se trouve que les filles en centrale nucléaire, souvent, évidemment, elles sont dans les services support, mais je vous en reparlerai. Donc la partie RH, communication, souvent ce sont des filles. Et la population féminine dans la partie technique, souvent elle est en chimie. Petit à petit, on commence à trouver des filles sur la partie maintenance et sur la partie exploitation. Et généralement, elles sont en chimie. Donc on va dire que je suis rentrée un petit peu par la voie classique, si ce n'est que ce qu'il y avait de spécial, c'est que je prenais un poste de management. En 99, à EDF, au niveau management, des filles, il y en avait dans les postes de technicien, mais au niveau management, c'était plutôt rare. Donc j'ai dû m'intégrer aussi, j'ai dû faire l'effort aussi de voir comment je pouvais prendre ma place, et puis finalement, sans faire beaucoup d'efforts, ça s'est fait naturellement. Je vous expliquerai aussi les quelques clés un peu après. Le deuxième poste que j'ai eu, donc là j'ai été chef de service délégué dans un service conduite. Alors conduite, rappelez-vous, ça fait partie du domaine d'exploitation. Là c'était un service de 200 personnes, j'étais la seule femme. Typiquement, cette expérience-là, elle a été possible parce qu'à un moment donné, j'ai dû faire des choses bien et on m'a fait confiance pour ce poste-là. Et puis évidemment, je suis arrivée dans ce terrain, on va dire un peu a priori comme ça, hostile. Là encore, c'est faire l'effort de se dire, je suis une femme, mais pour autant j'ai une compétence à valoriser. Et c'est d'abord la compétence qui est importante, et c'est absolument pas le fait d'être une femme. Et puis du coup, cette expérience s'est bien passée. Donc ensuite, j'ai pris le pilotage d'un projet au niveau d'une centrale qui n'était pas Tricastin à l'époque. J'étais à Saint-Alban, là un peu plus au nord de la vallée du Rhône, et j'ai piloté un projet de site puisqu'on avait cette année-là donc une inspection internationale. Et donc là, typiquement, c'est une expérience où ça m'a permis de me remettre à l'anglais. C'était pas prévu non là aussi dans le parcours. Et puis j'avais une petite équipe projet à manager, puis ça m'a permis d'avoir une expérience en plus. Et puis du coup maintenant pour arriver à la mission que j'occupe actuellement, qui est donc chef de service dans mesure chimie environnement sur le CNPE Tricastin. Donc vous voyez, finalement je suis partie chimiste, j'ai fait radiochimiste, et puis finalement une fois qu'on est embauché, on se rend compte que finalement on a quand même une possibilité d'aller dans différentes filières. Donc finalement ce diplôme, cette filière qu'on a au départ, elle n'est qu'un sésame pour rentrer, et après on a quand même une possibilité d'en sortir et de voir d'autres choses. Mon quotidien, à quoi ça ressemble le poste de chef de service en centrale? Donc moi le service que je manage actuellement c'est 115 personnes. J'ai beaucoup moins de femmes, là pour le coup, mais bon, c'est vraiment pas grave. Donc c'est un service donc composé de 2 branches. J'ai une branche qu'on appelle branche essai, où ils sont vraiment sur des contrôles de fonctionnement, de réglage des matériels. Puis la branche chimie-environnement que j'avais déjà un petit peu détaillée tout à l'heure. Donc les chimistes, en fait, ils font l'analyse des circuits liquides et gazeux, ils font toutes les analyses qu'on a donc à réaliser dans l'environnement. Alors, au niveau de ma responsabilité, moi j'ai un service qui est très soumis à des exigences réglementaires liées à l'environnement, pensez bien. Donc on a énormément de réglementations qui nous arrivent de l'autorité de sûreté nucléaire. Dans mon rôle, je suis responsable du programme d'analyse que se doit de faire le CNPE Tricastin
Nos résultats d'analyse, ils arrivent sur Internet. Vous irez voir ce soir, si vous voulez, les résultats des mesures dans l'environnement qui sont faites aux alentours du site de Tricastin. Eh bien, c'est mon service qui les fait. Donc moi, à ce titre-là, j'endosse une responsabilité. Je dois m'assurer que mes agents ils sont compétents et qu'ils travaillent dans les règles de l'art et qu'on a une bonne organisation qualité qui nous permet de rendre des résultats fiables. Donc mon travail au quotidien, c'est vraiment de contrôler que mes agents ont bien ces compétences, de contrôler que les résultats sont bons, que toute l'organisation permet de maîtriser tout ça. Je suis également donc responsable des ressources humaines mais à l'échelle de mon service. On verra tout à l'heure, je travaille beaucoup avec Lydie qui elle a plus la vision du site. Parce qu'à l'échelle d'un service, je dois gérer tous les renouvellements. On a énormément de départs, on a un papy boom actuellement sur le CNP de Tricastin. Donc on a énormément d'arrivées de jeunes qu'il faut former, dont il faut anticiper les embauches. Donc on recrute des alternants, on recrute des BTS, voilà, on a un flux entrant et sortant qui est très important. Et nous, par contre, là où on n'a pas le droit à l'erreur, c'est qu'il ne doit pas y avoir de trou de compétences. Donc on va anticiper suffisamment nos ressources, le recrutement de nos ressources et s'assurer que la formation est de qualité. Et donc en parallèle à tout ça, je suis membre du collège de direction du site. Donc à ce titre, moi je participe aux décisions, je participe à la conduite de toutes les démarches d'amélioration qui sont en place sur le site. Et j'ai le sentiment tous les jours d'avoir un petit rôle dans l'amélioration des performances du site. C'est pas grave de ne pas toujours savoir ce qu'on veut faire. Par contre, ce qui est important, c'est d'être motivé tout au long de ce parcours et surtout de sécuriser ses résultats et les appréciations des profs. Aujourd'hui, moi, quand je recrute, c'est clair. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, je n'ai jamais travaillé avec vous. La première opinion de vous que je vais avoir, c'est les appréciations de vos profs. Après, je regarde les notes. D'accord ? Donc, voilà, quand on n'a pas d'expérience professionnelle à valoriser, eh bien, on doit savoir on doit savoir se vendre et d'avoir un bon comportement au niveau de ces notes. C'est un premier atout, quoi qu'on en dise, pour rentrer sur le marché du travail. Le deuxième atout, il faut absolument savoir prendre des filières où il y a des stages, parce que les stages, mine de rien, c'est ce qui va faire votre petite expérience professionnelle qui vous permettra de vous valoriser lors de vos premiers entretiens d'embauche. Moi, j'ai énormément appris par les stages, alors à la fois sur l'aspect technique, mais à la fois sur l'aspect relation au travail, travail en équipe. Tout ça, c'est des choses qu'il faut toucher du doigt quand vous intégrez une entreprise pour un stage. Vous n'êtes pas là en touriste, vous n'êtes pas là uniquement pour sortir un rapport de stage, vous êtes là pour comprendre comment ça fonctionne et puis voilà, acquérir déjà quelques petites notions de la vie en entreprise. Donc pour entrer sur le marché du travail, voilà, il ne faut pas se mettre le boulet au pied en disant j'y arriverai pas, j'ai pas d'expérience. Si, vous pouvez tirer énormément de choses de votre parcours scolaire. Montrer qu'on n'est pas passif, qu'on est un peu acteur aussi de sa vie, et puis que voilà, le travail ne nous fait pas peur, et puis qu'on sait se prendre en main. C'est quand même quelque chose de très important. En tout cas, nous, on mène souvent les entretiens avec Lydie, et on est vraiment sur ces champs-là, parce que quelqu'un qui se prend en main, ça se sent dans l'entretien. Après, voilà, quelques clés pour faire le job qu'on aime. Avoir la volonté d'apprendre et de progresser en permanence. Moi, c'est clair, c'est ce qui fait que je me sens bien dans une centrale nucléaire parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Alors, à apprendre de la vie de l'installation, mais également des gens qui y travaillent. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont très très compétents dans des domaines très variés et on n'a jamais fini d'apprendre. Alors c'est sûr que si on est fermé à tout ça, dans une centrale nucléaire, on ne s'éclate pas. Mais cette volonté d'apprendre et de progresser, c'est ce qui fait on ne va pas hésiter à mettre le bleu pour aller sur l'installation, que les tuyaux, ça ne fait pas peur parce qu'une fois qu'on a compris comment ça marchait, d'intervenir dans un outil industriel comme celui-là, ça ne fait pas peur. Encore faut-il prendre le temps de comprendre comment ça marche. Pour faire le job qu'on aime aussi, être honnête et constant dans son comportement et ses relations de travail. Moi, je suis persuadée, quand je vous disais tout à l'heure, on est chimiste, mais on ne reste pas forcément chimiste toute une carrière. C'est quoi qui fait qu'on peut en sortir? C'est sa propre performance. Est-ce qu'on est quelqu'un de sérieux? Est-ce qu'on est quelqu'un de motivé? Est-ce qu'on est volontaire pour faire parfois des missions qui sortent un petit peu de notre ordinaire?
Et c'est en se comportant comme ça, dans une entreprise comme l'industrie nucléaire, on peut arriver à sortir de son couloir et puis aller tester d'autres métiers. Encore une fois, ça vient de vous, ça ne tombe pas du ciel, ça vient de son comportement au quotidien. Et de ses relations dans le travail aussi, parce que quoi qu'on dise, dans le monde du travail, on est tout le temps observé. Donc le comportement, la posture est très importante. Et c'est ce qui fait qu'un jour, on va venir vous voir pour vous dire, tiens, on a tel poste qui se libère dans telle filière, on a pensé à toi, on a pensé que tu étais capable. Donc voilà, ça marche vraiment comme ça dans une centrale nucléaire. Et alors, le fait d'être une femme. Le fait d'être une femme. C'est quand même une femme. Alors, le fait d'être une femme. Alors, j'avais mis un atout ou un handicap. Bon, clairement, un atout. Alors, pas forcément pour ce qu'on croit. J'ai mis un atout supplémentaire si c'est utilisé à bonne dose. Aujourd'hui, en préparant cette conférence, c'était vraiment parce qu'avec Lydie, du coup, on a essayé de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui est si différent? Bon, déjà, ce qu'on a convenu toutes les deux, c'est que ça n'a jamais été un handicap. C'est vraiment les qualités que je vous ai énoncées précédemment qui font que l'une comme l'autre, on a le sentiment d'avoir fait notre petit bout de chemin dans la centrale et puis qu'on est bien là où on est. C'est pas le fait d'être une femme, quoi. C'est pas ça qui nous a aidés. Par contre, ce que ça change, c'est vraiment dans le quotidien. Moi, je suis manager d'un service de 115 personnes. Ils ont toujours eu des hommes. Quand je discute avec eux, là, c'est l'époque des entretiens annuels. Vous savez qu'un chef voit ses agents tous les ans dans le cadre d'un entretien annuel. Ce qu'ils me disent, c'est qu'on ne fonctionne pas pareil. Le ton n'est pas le même. Les relations de travail ne sont pas les mêmes. En fait, ça va vraiment jouer là-dessus. Ça ne joue pas sur la carrière, mais ça joue sur les relations au quotidien. En fait, on est peut-être un petit peu plus dans comment dire, on va contourner, on va moins aller au conflit, on va moins faire exploser les problèmes, on va les traiter, mais toujours d'une façon beaucoup plus diplomatique, où on va être peut-être plus attentive aux réactions de notre entourage, on va être peut-être un petit peu plus douce, où certains mecs peut-être n'hésiteraient pas à aller droit au but. Donc voilà, donc le constat qu'on faisait, c'est d'être une femme, ça ne joue pas sur une carrière, sachant qu'à EDF, je pense qu'on a la chance d'être une entreprise qui est un peu en avance. Alors, c'est pas le monde de oui, ce que je vous raconte. Hein. Il y a d'autres industries, effectivement, qui sont peut-être un peu moins en avance. Mais aujourd'hui, quand vous envoyez votre CV à EDF, il n'est pas mis de côté parce que vous êtes une femme. Vous avez vraiment la même chance au départ. Après, effectivement, la prestation au niveau des entretiens, moi, j'ai fait quelques entretiens là, sur la fin d'année 2012 et j'ai fait le retour à Lydie. Je trouve que les filles préparent typiquement beaucoup mieux leurs entretiens d'embauche. Désolée pour le seul garçon. Désolée, si je peux donner un conseil, les garçons, en fait, arrivent quand même un petit peu plus cool, un petit peu plus en terrain conquis, un petit peu plus sûrs d'eux. Les filles, comme naturellement elles sont moins sûres d'elles, elles vont beaucoup mieux préparer leurs entretiens. Et c'est vrai qu'on n'a pas trouvé de profil de garçons qui nous convenait parce qu'en entretien, ils n'ont pas fait une bonne performance. Voilà, alors je ne dis pas qu'il n'y a aucun garçon qui prépare, il n'y a aucun garçon qui est organisé, c'est pas ça, mais je pense quand même que statistiquement, on a ce petit coup d'avance où en fait, on se fait plus de soucis, donc on va mettre tout en œuvre pour réussir, voilà. Et ce petit côté, voilà, qui fait peut-être la différence. Voilà, c'est pas un atout ou un handicap pour la carrière, la question ne se pose pas chez nous, en tout cas. Mais c'est vraiment un atout et en fonction du poste, vous allez effectivement pas être, vous n'allez pas vivre les mêmes choses au quotidien et les équipes ne vont pas fonctionner de la même façon quand on est une femme que quand on est un homme. À la différence de Marielle, moi j'ai un profil plus sciences humaines que technique. Donc un bac 1, c'est un bac en fait littéraire. C'est un bac littéraire avec une option maths qui est assez dimensionnante. Donc en clair, j'avais à peu près le même programme qu'un bac S, mais avec une option en lettres. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. On écarte au fur et à mesure. Quand je suis rentrée en psycho la première année, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Donc j'ai éliminé, je me suis concentrée sur une filière qui m'intéressait particulièrement, qui était la filière la plus scientifique de la psychologie. C'était la filière de ce qu'on appelle l'ergonomie cognitive. Donc c'est tout ce qui est interface homme-machine, c'est-à-dire tout ce qui se passe, on essaie de comprendre tout ce qui se passe dans la tête des utilisateurs
d'outils informatiques, d'écrans, de radars, etc. Donc c'est un petit côté scientifique. Donc ma première expérience de vie, en fait, elle a duré 10 ans. J'ai travaillé pour un institut de recherche sur les transports, sur la sécurité. Donc j'avais fait psycho, certes, mais je voulais faire de la psycho appliquée. Je voulais travailler, voilà, je voulais pas faire de la recherche, je voulais pas faire du labo, je voulais faire de la recherche appliquée. Donc j'ai travaillé dans le domaine de l'accidentologie routière. Et pendant 10 ans, j'ai été psychologue, chargée d'études, et puis chef de groupement, donc responsable d'études et responsable d'équipe. Donc, comme Marielle, j'ai alterné en fait les postes d'expertise et les postes de management. Donc, au bout de 10 ans dans ce secteur-là, j'ai eu envie de revenir sur un secteur un peu plus industriel. Donc, travailler la question du facteur humain, mais dans un domaine un peu plus costaud. C'était l'aéronautique ou le nucléaire. Au final, ça a été le nucléaire. Et donc, je suis rentrée chez EDF comme expert dans le domaine du facteur humain. Donc, comment on peut améliorer, par exemple, un dispositif de relevé, comment on peut améliorer une consigne, parce que finalement, la consigne, elle est interprétable, donc ça ne va pas. Donc, il faut la remettre à jour en y apportant des modifications. Ça a été mon travail pendant plus de 5 ans. Donc, c'est un travail très en relation avec lui-même, évidemment, mais et en relation avec tous les métiers d'une centrale nucléaire. Ensuite, quand vous avez l'envie, quand vous avez une certaine ouverture d'esprit, quand vous faites vos preuves, on peut être amené à vous confier des missions qui ne sont pas forcément celles que vous aviez quand vous êtes rentré. Moi, j'ai un profil vraiment facteur humain au départ, dans mon ancienne vie comme dans ma nouvelle vie chez EDF. Pour autant, on m'a confié la responsabilité d'une équipe de communication. Donc, je me suis formée aussi aux outils de communication. Donc, j'ai appris au contact de mon équipe. J'ai appris parce que je suis partie en formation. J'ai appris parce que j'ai appris toute seule aussi. Donc, je suis passée sur un poste de management. Et puis, à l'issue, donc depuis 1 an et demi, j'ai changé en plus de centrale nucléaire. Donc, je suis sur la centrale de Tricastin depuis 1 an et demi. Et maintenant, je suis sur un poste d'expert ressources humaines. Donc, le quotidien d'un expert en ressources humaines sur une centrale nucléaire, c'est la réglementation. Je m'occupe également de tout ce qui est recrutement, donc du recrutement en contrat à durée indéterminée, mais du recrutement un petit peu parfois en CDD, et surtout beaucoup d'alternants. Sur le site de la centrale de Tricastin, EDF, on a actuellement 88 alternants. Donc 88 jeunes depuis le bac professionnel jusqu'au bac plus 5. Et puis je m'occupe également de déployer, puis de mettre en œuvre tout ce qui tourne autour de la politique de la diversité, de l'égalité professionnelle et puis du handicap. Voilà. Bien sûr, EDF, on a également des partenaires sociaux, des syndicats, ça vous parle, qui sont quand même assez forts et avec qui on travaille au quotidien également. Voilà. Donc on travaille, en fait c'est un travail d'équipe, parce que je ne suis pas toute seule dans les ressources humaines, heureusement, on est quand même presque une dizaine d'experts. C'est un travail d'équipe qui nous met au service de la direction de notre unité, qui nous met également au service des managers de l'unité, des managers comme Marielle. Donc notre quotidien, c'est ça. Alors on a la chance, quelque part, et on en est bien consciente, d'être dans une entreprise qui pratique l'égalité professionnelle. Clairement, ça veut dire quoi, les filles? Ça veut dire que on a la chance d'être dans une entreprise où quand vous avez à diplôme égal, c'est salaire égal. Depuis 2007, notre entreprise a le label égalité professionnelle et elle s'y accroche. Et les syndicats veillent particulièrement avec le management à ce que les femmes ne soient pas lésées dans leur parcours professionnel. Et quand je vous dis ça, j'en suis en plus le garant pour le site de Tricastin, ça veut dire qu'on ne pénalisera pas une femme parce qu'elle a un congé maternité ou parce qu'à un moment donné, elle fait un break dans sa carrière pour pouvoir un congé parental pour élever ses enfants. Et de la même manière, si d'aventure un homme prenait un congé parental, il n'est pas question qu'il soit lésé dans son parcours professionnel. Ça vaut pour les deux. Généralement, c'est quand même plus la population féminine qui en fait les frais que la population masculine. Donc voilà.